Alors, dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tester des collisions entre deux objets qui possèdent un collider et aussi un rigid body. Donc, le rigid body, c'est un composant qui simule donc la physique. Donc, pour qu'il y ait une collision dans le monde, comme si on faisait dans le monde réel, il faut que l'objet soit soumis donc à une masse, à la gravité, ou non. Bien sûr, nous, on peut la décocher, donc c'est ce qu'on va faire, on va décocher cette gravité. Mais il faut qu'il soit soumis donc à un objet physique, donc c'est-à-dire un objet comme s'il était réel. Donc là, en l'occurrence, on lui rajoute un objet rigid body. Alors, si on maintenant utilise ces objets, on pourra tester via leur collider, donc là en l'occurrence qui sont des boîtes de collision, donc box collider pour cet objet et aussi pour celui-là, on pourra tester si une collision est effectuée. Donc on va utiliser pour cela la notion de message sent ou encore callback. C'est tout simplement le moteur va, quand il y aura une collision entre ces deux colliders, eh bien, va nous renvoyer attention, il y a eu une collision entre ces deux objets, c'est-à-dire un message, et ce message va être envoyé à la fois dans le cube rouge et dans le cube vert, dans tous les composants de script. Et donc via le script, on pourra attraper ce message et donc pouvoir tester s'il y a eu une collision. Donc j'ai ici un script check collision que je vais attacher à un objet rouge, comme ceci. Ce script ne contient rien par start et update. Start et update sont d'ailleurs des callbacks, c'est-à-dire que le moteur, par exemple, chaque frame popule dans les objets qui possèdent des scripts et qui ont la fonction update un message. Donc à chaque fois que le message est envoyé, on peut entre chaque frame, on peut rentrer dans update. Pareil pour start, mais avec la création de l'instance. Donc c'est le moteur qui parle au composant script. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on va utiliser la fonction onCollisionHunter pour tester s'il y a une collision qui s'est effectuée. Et cette collision, on va la tester via un paramètre de type collision. Donc si on regarde dans la documentation, dans la classe collider, on remarque qu'on a différentes fonctions, comme vous pouvez le voir. On a onTriggerHunter, on verra ça dans quelques instants. onCollisionHunter, qui est donc la fonction que l'on teste. On s'aperçoit bien que c'est un message envoyé par le moteur. Donc, on remarque que onCollisionHunter est appelé quand un collider rigid body a commencé à toucher un autre collider rigid body. Donc, si on rentre dans le moteur, c'est bien notre cas de figure. On a un rigid body appliqué. On a notre objet qui possède un des objets qui possède une collision, une fonction onCollisionHunter, donc qui va permettre de capter si le message est envoyé. Et donc là, à l'intérieur, on va pouvoir mettre par exemple print collision. Je sauvegarde, je teste. Bon, il se passe rien parce qu'il n'y a pas de collision, mais si je prends mon objet et que je le fais toucher mon autre objet, vous remarquez que ça marque bien collision. Et là, comme il s'agit d'objets qui simulent la réalité, eh bien, on a effectivement des rotations, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contraindre toutes les rotations de nos rigid body, c'est-à-dire que notre objet physique, on va lui le préciser qu'il n'a pas le droit d'avoir de rotation. C'est-à-dire que quand on le touche, ben voilà ce qui se passe. Et on va dire aussi qu'on a le droit uniquement de bouger sur l'axe Z. C'est-à-dire que ces autres axes sont illégaux. On n'a pas le droit donc de les utiliser. Donc là, si j'essaie de déplacer mon objet, ça fonctionne sur les axes, mais la collision, la simulation du monde physique sera accessible que via Z. Vous remarquez d'ailleurs que quand j'utilise ça, pour déplacer mon objet dans le monde là, eh bien il n'y a que Z qui fonctionne. C'est-à-dire si je me mets là et que j'essaie de déplacer mon objet, vous remarquez qu'il navigue que sur les axes Z, mes objets. Donc, on va pouvoir, à partir de là, faire une sorte de translation d'objet. Donc là, si je fais par exemple juste un translate, donc on va tester
juste pour montrer ce que ça fait. Si je fais juste un translate et que je popule, donc que je mets un vecteur 3 en paramètre, voilà, que je multiplie par 5. Translate, voilà, que je sauvegarde, là ça va donc m'envoyer mon objet, alors avec une force assez importante d'ailleurs, je regarde avec juste 1, donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre plus loin, voilà, donc je vais être obligé de le multiplier par time.deltaTime pour avoir donc un framerate en fonction du temps qui se passe. Donc vous voyez que mon objet va arriver sur mon autre objet et il va avoir tendance à le pousser. Seulement si maintenant j'augmente ma vitesse à 8, vous remarquez que les objets s'entrechoquent assez mal. C'est pour ça que l'on va utiliser des forces pour envoyer, déplacer nos objets quand ils possèdent des rigid body. Donc on va accéder au composant rigid body de l'objet, c'est-à-dire celui-là, et on va lui envoyer une force, donc .add force, et cette force qu'on lui envoie sera aussi de type vecteur 3, et on va lui envoyer donc une force dans la direction de devant, forward, qu'on va multiplier par time.deltaTime, c'est-à-dire pour régler la cadence sur le temps réel, et on va le multiplier par une vitesse de 8. Donc là, ça va nous envoyer une force, donc qui n'est pas assez puissante, on va la multiplier par 20. Donc là, ça va nous envoyer une force, vous remarquez qu'il y a une accélération, et au moment où ça rentre en collision avec l'objet, vous voyez que la collision s'effectue beaucoup mieux, et bien sûr, on a aussi marqué dans la console collision. Je peux aussi faire un collapse ici, comme ça j'aurai uniquement tous les messages qui sont les mêmes vont se mettre ensemble. Donc si par exemple j'envoie une force de 100, là ma force va être envoyée beaucoup plus rapidement avec beaucoup plus une accélération beaucoup plus importante. Si je mets par exemple 500, là la force va être presque instantanée. Voilà. Et vous remarquez que notre cube se déplace que sur bien sûr Z. Normalement si par exemple on décale un peu l'objet comme ceci, ce qui est censé se passer dans le monde, alors là j'ai vraiment mis pile poil, ce qui est censé se passer dans le monde réel, c'est pas le déplacement que sur Z, c'est aussi une rotation. Donc si on autorise la rotation du rigid body sur l'axe Y, et bien là il va y avoir une rotation, comme vous allez le voir, sur donc Y. Donc on va peut-être mettre cette force un peu moins importante, par exemple à 100. On va rapprocher l'objet ici, sur Z. On va tester. Vous remarquez que l'objet a tendance à tourner. Seulement, il faudrait aussi qu'on l'autorise à se déplacer sur X. Et aussi sur X juste en position. Comme ça, il pourra effectivement donc bien tourner comme on le veut. Donc ça, c'est en fait, il faut anticiper le mouvement que vous souhaitez en réalité, utiliser les contraintes dans le rigid body pour bien contrôler le mouvement qui va s'effectuer, et via le code, il faut aussi par exemple là ça nous permet de tester une collision, mais on n'a pas d'informations qui sont sorties depuis cette collision. Donc si on check l'objet collision, vous voyez que on peut avoir plusieurs informations, comme le rigid body qui a été touché. Donc on peut passer par le composant rigid body pour donc récupérer plein d'informations. On peut récupérer le collider, le transform, le game object. Donc nous on va le tester. Donc on peut récupérer donc plein d'informations de cet objet qui a été touché. Donc, par exemple, là je peux via call, qui va donc récupérer toutes ces informations de la collision, je peux par exemple accéder au game object, au nom du game object qui a été touché. Donc si je sauvegarde et que je débug ça, donc debug.log entre parenthèses comme ceci, que je sauvegarde, si je teste, ça va me renvoyer le nom de l'objet qui a été touché au moment de la collision, comme vous pouvez le voir. Je peux aussi par exemple accéder au transform de l'objet qui a été touché.
pour par exemple faire un local scale, comme on l'avait vu tout à l'heure, avec les recasts, et faire par exemple est égal à, on va le doubler de volume, vector 3. Donc là on va dire que la nouvelle taille de cet objet c'est 2, 2, 2. Donc je teste. Il devient 2 fois plus grand. Alors bien sûr on a un petit laps de temps où l'objet rentre dans l'autre objet, ce qui est tout à fait normal, puisque justement on a fait ce scale, donc il s'est agrandi. Donc pour que ça se fasse correctement, il faudrait qu'il s'agrandisse à partir d'un point de pivot qui se trouve là. Donc ça serait plus donc, de la même manière de calculer cette échelle. Donc pour ce qui est donc de l'accessibilité de l'objet qui a été touché, on peut utiliser ça. On peut aussi utiliser par exemple le rigid body qui a été associé à cet objet de collision. Donc depuis toujours la variable call. Donc on pourrait faire .rigid body, .add force, et là on pourrait ajouter une force à l'objet qui a été touché. Donc vector 3 .forward on va faire aussi, fois 100 là par exemple on va faire. Et là ça va le toucher. Et lui il va avoir une force aussi super importante. Donc là, alors, elle n'est pas encore super importante. On va faire time.delta-time. Voilà, et on va la multiplier par 1000. On va voir si ça change bien quelque chose. Donc là, ça n'envoie pas la force. Donc, normalement, on peut récupérer le rigid body. C'est ça que je... on peut récupérer l'objet du rigid body, comme vous pouvez le voir là. Donc normalement on peut envoyer une force. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme eux, on va l'envoyer vers le haut, on verra bien si ça fonctionne. Et bon, bien sûr, il va falloir que, vous l'aurez compris, que l'on détache la contrainte de cet objet en Y pour qu'il aille vers le haut et qu'on voit effectivement s'il va vers le haut. Donc on va se mettre de vue de côté. Il y a une collision. Et ce dernier n'est pas envoyé vers le haut. Donc alors on va multiplier par une grande valeur pour tester. Ah, là ça fonctionne. En fait c'est que le temps que la force s'applique. Là voilà, là ça a fonctionné correctement. Vous remarquez que l'objet est bien envoyé vers le haut via une force lorsqu'on touche cet objet. Donc on pourrait aussi par exemple lui refaire bénéficier cet objet de la gravité. Donc il va falloir comme il va y avoir de la gravité, il va falloir que le cube arrive au même moment où il tombe au niveau de la gravité. Donc il va falloir qu'on soit assez précis. Non, on y est presque. Bam, et là vous voyez que ça le fait remonter vers le haut avec une force, donc une sorte de rebond, et que ce cube donc redescend via la gravité. Donc vous voyez tout l'intérêt de pouvoir checker des collisions. Donc je vous avais dit qu'on allait parler aussi de trigger. Donc c'est aussi une notion très importante. Donc on va tout supprimer ce qu'on a fait par rapport aux collisions. Je vais mettre mes objets à 0, 0, 0. Cet objet de cube, je vais le mettre sur un axe Z à 0. Pardon, X à 0, excusez-moi, pour qu'il soit aligné avec l'autre objet. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est donc que je vais le rapprocher comme ceci à peu près. Je vais mettre donc Y aussi à 0. Et je vais faire en sorte que cet objet soit un trigger. Donc je vais cocher la case trigger du box collider. Je vais supprimer mes rigid body parce qu'en fait on n'en a pas besoin pour tester normalement des triggers. Bon, là c'est juste un test avec les colliders que l'on va faire. Et donc je vais rendre cet objet invisible sur le rendu du jeu.
Donc cet objet existe réellement, mais je le rends invisible dans le jeu. Et ce que je vais faire, donc, c'est que avec mon script check collision, on va s'en servir quand même, eh bien, lorsque mon objet rentrera en collision avec ce box collider qui se trouve ici, avec ce green cube qui possède un box collider, eh bien, comme il est checké comme trigger, eh bien, le moteur va nous envoyer, attention, le collider de type trigger et à posséder une collision avec un autre collider. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va checker une fonction on trigger enter qui va posséder, comme nous le dit la documentation, donc si je reviens ici, collider on collision enter. Alors si je reviens ici, on voit marqué on trigger enter qui prend en paramètre un collider. Donc si je prends call de type collider ici, je vais pouvoir tester de la même manière une collision, mais avec un objet dont on peut passer à travers, puisque là l'objet n'a nulle information de collision quand il est trigger, c'est-à-dire que l'objet devient complètement fantôme, mais on va pouvoir tester si quand même cet objet passe dans cette zone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire if call, non, je vais tout simplement renvoyer un message trigger comme ceci. Je teste. Alors mon objet, effectivement, je vais le déplacer à la main dans la scène sur l'axe correspondant. Donc là, il ne se passe rien. C'est pas normal. Enfin, si c'est normal, attendez. Alors oui, effectivement, il faut que l'objet qui va rentrer dans le trigger, lui, possède un rigid body. Ce qui va de soi, puisque l'objet, il faut qu'il soit représenté en tant qu'objet qui possède de la physique. Donc là, j'ai juste enlevé la gravité. Donc si on teste, là, il se passe bien un trigger, comme vous pouvez le voir. Donc, si j'enlève le collapse, je repasse dans le trigger, ça me met trigger, donc on est passé dans le trigger. Donc l'intérêt du trigger, c'est la possibilité donc de, par exemple, faire des zones dans lesquelles, par exemple, un personnage arrivera et il se passera des actions. Par exemple, s'il arrive dans la zone finale du jeu, le personnage arrive, il est dans la zone finale du jeu, qu'est-ce qui se passe? Là, on va, par exemple, à la scène Game Over. Donc, on peut aussi, de la même manière, récupérer des informations par rapport au collider touché. Donc, par exemple, si le nom du GameObject qui a été touché, donc la propriété name du GameObject qui a été touché est égal à cube green, eh bien dans ce cas-là on marque le trigger cube green est touché. Je sauvegarde, je clear ma console. Donc là ça va tester si le trigger s'appelle bien cube green et à ce moment-là on pourra passer dedans. Et vous remarquez que ça, on passe bien dans le cube green qui fait office de trigger et que ça nous l'envoie bien. Mais si par exemple là j'avais marqué cube green 1, il n'y a aucun objet sur la scène qui s'appelle cube green 1, je reteste, je fais voyager mon objet, il ne se passe absolument rien puisque il n'y a aucun trigger qui s'appelle cube green. Donc là si je rechange manuellement dans mon script, que je sauvegarde et que je reteste, ça passe bien à travers l'objet cube green, puisque on teste ici si l'objet qui a été touché s'appelle bien, si le trigger qui a été touché s'appelle bien cube green. Donc avec toutes ces notions donc de trigger et de collision, vous remarquez donc les possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.